Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, comment débloquer sa sèche. Je fais cette vidéo parce que beaucoup de personnes se retrouvent dans une situation où elles ont mis des choses en place, elles ont commencé à entreprendre une perte de poids, elles ont mis des actions, mais à un moment donné, ces actions ne suffisent plus ou on ne comprend pas pourquoi justement ça ne suffit plus et c'est justement via cette vidéo que je vais essayer de répondre à ces différentes questions. Cette vidéo peut très bien aussi vous aider dans le cadre où vous n'auriez pas encore mis d'action en place, ça va grandement vous guider sur quoi faire pour perdre du poids et surtout le faire de manière, on va dire, durable jusqu'à l'objectif voulu. Donc à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement identifier si vous êtes vraiment en déficit et quoi faire pour en être sûr. Vous aurez également un piège courant qui va bloquer votre sèche et quoi faire justement pour éviter ce piège, l'impact qu'a votre dépense sur votre perte de gras et comment gérer ce paramètre pour vous aider vers cet objectif. Et enfin, pourquoi le poids ne devrait pas être le seul repère à prendre en compte. Avant de commencer, moi, je m'appelle Clovis Williams, je suis coach sportif diététicien, je suis sur les réseaux au nom de The French King. J'ai également passé pas mal de formations en ligne au sujet de la nutrition, de l'entraînement appliqué à la musculation et au bodybuilding. Et enfin, je suis également un ancien athlète WNBF, donc j'ai participé à une compétition de bodybuilding naturel. Et sans plus attendre, commençons donc cette vidéo par est-ce que tu es vraiment en déficit? C'est la première question à se poser lorsque on a mis en place des choses où on espère perdre du poids et que ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu es vraiment en déficit? Et du coup, est-ce que tu traques ta diète? Si la réponse est non, alors commence par traquer. Si tu ne suis pas de diète et que tu ne sais pas combien de calories tu consommes, tu ne peux pas savoir si tu es réellement en déficit ou pas, malgré le fait que tu diminues les quantités. On a beaucoup de mal à visualiser concrètement combien on consomme à vue, surtout si on n'a jamais eu l'habitude de peser, et on ne se rend pas compte certaines fois de combien représentent de calories certains aliments. Les aliments les plus riches, l'huile, etc., les produits gras et les produits sucrés transformés. Si la réponse est oui, alors dans ce cas, est-ce que tu la suis depuis longtemps et avec un tracking de ton poids? Si la réponse est non, traque ton poids. Si tu mets en place une diète et que tu ne suis pas derrière ton poids, tu ne peux pas savoir si ton poids diminue ou évolue, donc tu ne sais pas si le déficit est réel ou non. Et ensuite, sois plus patient. Si tu ne suis pas ta diète depuis très longtemps, tu ne peux pas non plus avoir de feedback là-dessus. Si tu espères en 3-4 jours perdre un maximum de poids, ça ne fonctionne pas comme ça. Prends le temps de regarder sur 1, 2, 3 semaines l'effet que a ta diète que tu as mis en place et à partir de là, fais des ajustements. Si la réponse est oui, alors dans ce cas, ton plan est-il parfaitement suivi? Hors diète ni tes cardio. Je veux vraiment savoir si au niveau diète, tout est bien respecté. Est-ce qu'il n'y a pas des petits ajouts? Est-ce qu'il n'y a pas des petits grignotages? Est-ce qu'il n'y a pas certaines choses comme ça? Si la réponse est non, bah, commence par là. Si la diète n'est pas parfaitement suivie, c'est ici qu'il faudra s'intéresser à quoi faire. Et enfin, si la réponse est oui, alors éventuellement, il va y avoir besoin de baisser de nouveau les cales ou d'augmenter sa dépense. Mettre un déficit en place, il ne suffit pas de baisser les cales une fois et d'augmenter la dépense une fois, à moins que ça soit très agressif, et c'est pas ce que je conseille. Mais dans tous les cas, ça doit être progressif et aller, dans tous les cas, toujours plus bas en termes de calories et toujours plus haut en termes de dépenses, tant que l'objectif voulu n'est pas atteint. Attention, ça ne fonctionne pas tout le temps, mais globalement, c'est ce que j'aurais tendance à vous conseiller de faire. Donc voilà pour cette première partie, est-ce que tu es vraiment en déficit? Deuxième chose, est-ce que ton adhésion à la diète est toujours bonne? C'est justement l'un des pièges dans lesquels on tombe souvent. Est-ce que tu adhères aux diètes ou des craquages réguliers? Et j'ai même oublié, est-ce que tu traques bien tout? Est-ce que l'huile que tu ajoutes dans tes cuissons est traquée? Est-ce que la cuillère de peanut butter que tu lèches après l'avoir mis sur ton pain de mie, tu le comptes? Des choses comme ça qui sont oubliées. Alors, est-ce que tu adhères aux diètes ou des craquages réguliers? Réponse, non. Le problème vient alors d'ailleurs et on passe à la suite. Mais si la réponse est oui, il faut mettre en place des outils pour la gestion de la faim, parce que souvent les craquages réguliers ou les hors diètes peuvent être dus à ça. Numéro un, le volume et l'indice de satiété. Le premier problème de ne pas tenir une diète en cut, c'est le fait d'avoir faim. Pour éviter d'avoir faim, il faut avoir un volume alimentaire suffisant. Et pour ça, plusieurs conseils. Par exemple, les aliments crus, surtout les fruits et les légumes, auront un meilleur indice de satiété que les aliments cuits. Plus de mastication, plus de volume. Prenez 100 grammes d'épinards crus et 100 grammes d'épinards cuits, vous verrez la différence. Des fruits entiers plutôt que des compotes, des légumes plutôt que des fruits, beaucoup moins caloriques pour quantité égale ou quantité supérieure même de légumes à fruits. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas manger de fruits. Les oléagineux plutôt que les beurres d'oléagineux, les pommes de terre plutôt que riz, pâte et pain, de l'avoine plutôt que de la crème de riz, du skyr plutôt que de la whey. Vous pourriez aller beaucoup plus loin en vous disant aussi, les lipides sont un macronutriment très riche, il vaudrait mieux peut-être diminuer le plus bas possible les lipides, rester entre 0,6 et 0,8 grammes par kilo pour être sûr d'avoir tout ce qu'il vous faut en termes de santé, mais abaisser ça en premier pour favoriser les glucides et du coup le volume alimentaire aussi. Donc ça c'est une première chose.
Deuxième chose, gestion de l'ennui. Et ça, c'est un truc qu'on pense pas, mais s'ennuyer, c'est votre pire ennemi en cut. Faire des activités qui vous plaisent, vous procurent du plaisir et vous occupent l'esprit, ça vous permettra de penser à tout sauf à la bouffe. Ok, donc, hyper important de rester occupé. Et enfin, limiter les tentations. Comment on fait? On n'achète pas les produits tentants, les produits qu'on adore, on les cache ou on les rend invisibles, on ne les laisse pas à vue, on ne les laisse pas à portée de main facilement, au risque d'en consommer sans s'en rendre compte. Et enfin, un dernier point, si on sent un craquage arriver, ne pas rester chez soi en cas d'envie. Hop. Et ensuite, numéro 2, mise en place de stratégies nutritionnelles. Si c'est surtout pour les craquages, si les craquages sont très réguliers ou que les hors-diètes deviennent problématiques, d'ailleurs je reviendrai sur les hors-diètes, on peut mettre en place certaines stratégies. Une première, c'est les refeeds. Qu'est-ce qu'un refeed? C'est le fait de réaugmenter ses calories et notamment ses glucides en veillant à maintenir un déficit hebdomadaire, donc c'est-à-dire une ou deux journées plus hautes, une ou deux fois dans la semaine, plus de calories, plus de glucides, mais qui, mis avec le reste de la semaine, nous garde dans quelque chose qui s'apparenterait à un déficit calorique. Il faut toujours partir sur une moyenne par semaine, prendre toutes vos journées, combien de calories vous consommez, diviser par 7, combien de calories ça vous fait à la semaine en moyenne. C'est ça qui importe. Et donc vous pourriez très bien avoir un refit de 2300 calories et être en déficit à 1800, et ça vous donnerait quelque chose comme 1900 kcal. Donc vous êtes encore en déficit, mais vous avez un jour plus haut qui vous permet de manger plus de choses ou des aliments qui vous donneraient plus de plaisir. Ça, c'est une première stratégie à mettre en place. Éventuellement, il y aurait aussi le diet break. Le principe, c'est remonter les cales au maintien estimé, donc au maintien calorique, ça en faisant un calcul de votre dépense actuelle ou la dépense que vous mettriez en place au moment du diet break. On pourrait abaisser le cardio et la dépense, mais dans ce cas-là, mangez moins. Et calculer avec votre poids, votre taille, votre âge, votre masse musculaire, combien vous avez besoin de calories. Je précise quand même qu'en faisant un diet break, il peut y avoir une prise de poids d'environ 2%, et c'est normal, donc 0 à 3 kg max, parce que vous allez reprendre de l'eau, vous allez vous re-remplir en glycogène. J'aurais tendance à le faire durer entre 1 et 4 semaines en fonction de la durée du déficit, et fréquence une fois par 8 à 12 semaines si déficit long. C'est important de comprendre aussi qu'un diet break, ça ne se met pas en place au bout de 2 semaines. Si vous avez besoin d'un diet break au bout de 2 semaines, c'est qu'il y a un problème au niveau de votre déficit. Pardon. Je tenais aussi à préciser, je ne l'ai pas mis, les hors-diètes. J'ai précisé hors-diète et pas cheat meal, parce qu'un hors-diète doit être fait en logique, en termes de à quel point j'en fais fréquemment, ou dans quelle situation je me trouve par rapport à mon déficit. Si vous mangez 1800 calories, vous avez déjà du mal à perdre du poids en tenant cette diète. Si quand vous faites un hors-diète, vous faites un hors-diète qui est énorme, avec des grosses quantités, des aliments très riches, et qui plus est, si vous le faites fréquemment, forcément, eh ben, il y aura des soucis au niveau de votre perte de gras. Dernière chose, si vous avez du mal à mettre en place des stratégies ou à suivre votre diète, moi, c'est mon travail de m'occuper de ça pour vous. Donc je peux vous aider. Et si vous le souhaitez, nous pouvons se faire un appel. Il y a un lien Calendly en description. Vous avez juste à cliquer dessus pour réserver un appel. C'est complètement gratuit. Et on pourra discuter de votre stratégie actuelle et de ce que moi j'aurais tendance à faire pour vous aider. Voilà. Ceci étant dit, passons au numéro 3. Est-ce que tu te dépenses toujours autant? Et ça, c'est quelque chose d'important parce que en déficit calorique, on ne s'en rend pas compte, mais on va naturellement diminuer notre dépense au fur et à mesure que le déficit avance. Déjà par la gestuelle, j'ai par exemple moi tendance à parler en faisant des gestes avec les mains, avec le corps, je suis très expressif et même chose, je sens quand je suis en déficit, quand j'ai fait ma compétition par exemple, que j'étais très lent et très mou dans toutes les activités que je faisais. Et ça, c'est pas à négliger. Et il y a une manière de le contrer, d'un, traquer son NIT, parce que ça permet de limiter cette baisse de dépenses. Et enfin, est-ce que tu fais ou traques ton cardio? Le NIT, qu'est-ce que c'est? C'est concrètement toutes les activités qui ne sont pas de l'exercice mais qui vous dépensent. Faire le ménage, faire la cuisine, mais surtout marcher. C'est celui qui est le plus simple à traquer. Donc, est-ce que tu fais et où traques ton NIT? Non. Commence par traquer tes steps. Il faut faire un état des lieux avant de mettre quelque chose en place. Vous traquez vos steps pendant une semaine, vous les notez sur un papier, vous faites une moyenne, combien je fais par jour en moyenne de steps. Si vous êtes en dessous de 8000, eh bien vous augmentez progressivement, cherchez à augmenter progressivement toutes les semaines ou toutes les 2 semaines si vous êtes en dessous de 8000, pardon, et vous augmentez à coup de 1000 ou 2000 steps par jour. Et vous essayez de les tenir de manière quotidienne, avoir votre moyenne qui est fixe. Ça, c'est hyper important, de la constance. Si la réponse est oui à est-ce que tu fais ou traques ton NIT, dans ce cas, combien? Moins de 8000 pas par jour, alors augmente progressivement à 10-15 cas journaliers en fonction de ce que tu peux faire aussi. J'ai mis 10 ou 15, c'est une échelle, 15 n'est pas un chiffre magique, 10 non plus. Il faut que ça soit adapté à votre emploi du temps, c'est très important, mais ça sera certainement d'une grande aide pour perdre du poids. Comment on fait pour augmenter ses steps facilement? Eh bien, on met en place des stratégies au niveau de notre marche. Partez du principe que pour faire 1000 pas, il vous faut environ 10 minutes. Donc pour en faire 10 000, il vous faudra 100 minutes de marche. Donc essayez de le caler dans votre journée avec des temps définis pour marcher. Autant que vous le faites pour aller vous entraîner. Vous avez un temps défini dans votre journée pour aller vous entraîner, alors définissez des temps où vous marchez. Vous pouvez aussi ajouter des pas facilement, par exemple
en vous garant plus loin quand vous allez faire les courses, en allant à pied à un endroit où vous pouvez le faire, plutôt que de prendre la voiture ou le vélo, de marcher avant et après vos séances, 10-15 minutes si vous avez le temps, et ensuite, pendant vos séances d'entraînement, c'est un temps où vous reposez autant que vous vous entraînez, donc à ce moment-là, calez des steps un maximum sur vos temps de repos, c'est hyper important. Ensuite, si vous êtes à 10-15 000, parfait. Continuez ou augmentez légèrement si tu es à 10 000 et que vous avez de la marge pour augmenter. C'est très important de toujours chercher à optimiser ça avant de plutôt taper dans le cardio. Donc voilà pour le NEAT. Ensuite, est-ce que tu fais et ou track ton cardio? Le cardio, c'est un très bon outil. C'est un outil qui n'est pas obligatoire, mais qui peut l'être si vous descendez vos cales et que vous êtes déjà très bon en cale et que vous n'arrivez toujours pas à perdre le poids que vous voulez perdre ou le gras que vous voulez perdre. Ça devient un outil qui est probablement indispensable. Donc, est-ce que tu fais ou track ton cardio? Non. Ok. Peut-être que tu devrais songer donc à en implémenter progressivement. Et j'insiste sur progressivement. Souvent, le piège, c'est vouloir tout faire en même temps. Je commence à plus manger, à faire du cardio tous les jours et à essayer de m'entraîner. Non, on y va progressif. D'abord des temps courts, en augmentant la fréquence progressivement. On passe de 0 à une ou deux fois semaine 15 minutes, puis 3 fois, 4 fois, 5 fois, en fonction, encore une fois, du temps, de la possibilité. On augmente d'abord la fréquence, temps court, puis ensuite on augmente la durée. Vous prenez votre moyenne à la semaine de temps que vous faites du cardio. Si vous faites 3 fois 15 minutes, ça vous fait 45 minutes, bah vous faites monter à 60 par semaine, 60 minutes, puis 75, puis 90, puis 100, puis 180, si c'est nécessaire. Autant que vous pouvez le faire, et surtout, j'aurais tendance à l'utiliser en dernier recours, plutôt milieu fin de déficit, pour vraiment rajouter de la dépense et ne pas le faire durer trop longtemps. C'est de la fatigue supplémentaire, c'est du temps pris supplémentaire, donc c'est pas le truc sur lequel j'aurais tendance à me pencher en premier. Ensuite, si la réponse est oui à faire du cardio, combien? Un peu par-ci par-là, déjà, commence à traquer et soyez plus constant. Si une semaine vous en faites 60 minutes, une autre semaine vous en faites 15 minutes, bah forcément que l'effet va pas être très significatif. Si vous en faites 30 minutes tous les jours, toutes les semaines, pardon, déjà vous aurez une idée de l'impact que ça a. Si vous en faites 30 minutes toutes les semaines avec un certain déficit, avec un certain NEAT et que vous ne perdez pas de poids, c'est que vous pouvez changer l'un de ces paramètres. Ok. Et j'aurais tendance à rajouter, je le rajoute maintenant, je ne toucherai qu'un paramètre à la fois si je dois faire des modifications. 30 à 60 minutes par semaine, ok, envisagez d'augmenter progressivement également, encore une fois, si possible, et si ça colle avec votre emploi du temps. Et enfin, le dernier point, est-ce que tu traques d'autres données? Hyper important, le poids n'est qu'un indicateur, et le poids ne reflète pas toujours si il y a du gras qui est pris ou s'il y a du gras qui est perdu. Donc, j'ai remis le point en premier parce qu'il y a souvent une erreur qui est faite, c'est de le traquer une fois par semaine. Une fois par semaine, ça ne suffit pas. Vous le traquez une fois par semaine, le samedi, le lendemain d'un vendredi soir où vous êtes sorti, vous avez bu de l'alcool, ou vous avez mangé un hors diète qui serait excessif ou plutôt tard, et bah, vous allez forcément être déçu de votre pesée. L'idéal, c'est de vous peser un max de fois pour faire une moyenne, idéalement tous les jours. Vous faites la moyenne à la fin de la semaine, c'est plus précis et ça efface les perturbations. Et ce que vous devriez regarder, c'est l'évolution de la moyenne et surtout les tendances à la semaine. Est-ce qu'on a eu tendance à diminuer sur la semaine avec une moyenne qui diminue de semaine en semaine? Les photos hebdo et bimensuelles, avec des lumières qui sont les mêmes, avec un cadrage qui est la même, ça vous permet d'observer des différences au niveau de la perte de poids, de la perte de gras. C'est beaucoup plus précis, un poids plus des photos pour évaluer justement si ça avance dans le bon sens. On veut perdre du gras, on veut pas perdre du muscle. On voit là par exemple dans le cadre de Lucas, un élève à moi, qu'on l'a bien fait sécher et en termes de masse musculaire, il n'a pas perdu. Il est juste plus sec. Donc hyper important de faire des photos bien faites, bien cadrées et toujours dans les mêmes conditions. L'hydratation, hyper important aussi à traquer ou en tout cas avoir une idée. Une mauvaise hydratation ou des fortes chaleurs peuvent faire augmenter votre poids sans changement de masse grasse. Vous êtes déshydraté, vous avez moins bu, vous avez beaucoup plus bu, vous avez pris du poids, c'est normal. Il y a de la rétention d'eau ou il y a plus d'eau dans votre estomac, intestin. Du coup, veillez à boire 2 à 4 litres plus par jour en fonction de votre poids, votre activité et les kilocalories que vous consommez. La digestion, importante aussi à traquer, c'est un truc qu'on oublie, mais vous êtes constipé, vous avez de la diarrhée, des gaz, des ballonnements, donc une irritation, une inflammation, ça peut influencer négativement votre poids. Donc important de le traquer, c'est pas. Alors déjà, ça peut vous permettre de mettre des actions en place pour arranger ça, et surtout ça vous permet de remettre en question le fait de ne pas avancer ou pas. Est-ce que j'ai perdu du poids ou pas? Oui, non. Pourquoi? Parce que ma digestion n'allait pas. Ok, ben on va essayer de gérer la digestion. Repas hors diète, important hein, en vrai à traquer aussi, ça vous permet de voir l'effet que ça a et surtout de comprendre aussi pourquoi le lendemain vous avez pris du poids. Ok, j'avais fait un repas hors diète ici, donc c'est normal que le samedi j'ai pris du poids, le reste de la semaine est bon, on est good. Un repas hors diète juste avant la pesée peut impacter fortement ton poids. Si tu manges plus tard que d'habitude, également, ça c'est important, c'est pas toujours un repas hors diète qui va influencer. Je mange à 23h, minuit, 1h et je me pèse à 7h le lendemain, ça n'a pas le même impact que si j'ai mangé à 20h la veille et que je me pèse. Le stress et le sommeil, une augmentation du stress et ou diminution du temps de sommeil peut influencer ton poids. Même chose, ça va avoir des répercussions sur la rétention d'eau. Et surtout, un manque de sommeil et un stress élevé peut influencer ta capacité à gérer ta faim, donc te pousser à grignoter et à manger des choses qui te font plaisir ou à sortir pour manger. Donc ça, c'est hyper important à gérer, c'est souvent un point qui est négligé, donc je vous invite à le traquer, savoir comment vous êtes et mettre des actions en place pour gérer votre stress.
et votre sommeil. Et enfin, les menstruations chez la femme, le cycle menstruel chez la femme amène des variations hormonales qui peuvent influencer le poids, donc hyper important de le traquer et de connaître le moment de son cycle pour mieux comprendre ses humeurs, sa forme, sa motivation, l'envie alimentaire, les envies alimentaires et les petites envies de grignotage, et enfin un changement de poids et ou de shape. Voilà donc les autres paramètres qui seraient intéressants de traquer pour évaluer une perte de poids. On arrive sur la fin de vidéo, donc je vous remercie pour votre attention et votre écoute. J'espère que tous ces conseils pourront vous aider à débloquer votre perte de gras. Et j'en profite du coup, je suis spécialisé dans la transformation physique pour les personnes qui ont entre 2 et 3 ans de muscu, qui ont du mal justement à progresser ou qui sont bloqués dans leur transformation. Si jamais ça vous intéresse, vous avez le lien Calendly en description. Je pense que je peux réellement vous aider avec votre problème. On peut donc prendre un appel, en discuter, voir où est-ce que vous en êtes, les problématiques que vous avez rencontrées. Je vous donnerai un maximum de conseils, je vous présenterai ma manière de travailler et si ça vous intéresse, on démarrera sur un coaching. Je vous remercie encore une fois, bonne journée à tous, au revoir.